Vas-y, vas-y, t'en prie. Donc, Alors, Dans votre présentation, on voit que beaucoup des blocages qui ont lieu ont été liés aux histoires qu'on se racontait. Et donc, quelle histoire aujourd'hui raconter pour qu'on puisse sortir de notre dépendance à l'énergie et aller vers une décroissance de notre consommation d'énergie notamment. D'accord. Je réponds tout de suite. non, on va faire le tour des questions et ensuite vous aurez 15 minutes pour répondre à tout. Il y a tout. Est-ce que déjà c'est fidèle dit comme ça? Quelle histoire raconter aujourd'hui pour sortir de la dépendance énergétique et se diriger vers une décroissance? merci pour votre question. Le groupe suivant. Oui. Alors, il y a d'autres experts qui racontent une autre histoire, ça vous l'avez bien dit. Notamment, on voit une évolution des coûts pour la production d'électricité, du photovoltaïque et même des batteries associées extrêmement vite. C'est-à-dire que ça a même été, la rapidité de réduction des coûts a été constamment sous-estimée les 10-20 dernières années. Qu'est-ce qui empêcherait la sortie du charbon en remplaçant par des ENR moins chers? Qu'est-ce qui empêcherait la sortie du charbon? En remplaçant des énergies renouvelables moins chères. Merci beaucoup. Je crois qu'il y avait un groupe là-bas. Oui. La question, c'est comment réduire l'impact du changement climatique si ce n'est via une transition énergétique? Très bien. Merci. Et il reste une question ici. Effectivement, alors on avait envie de rebondir sur la première question. Donc, quelle histoire raconter aujourd'hui? Et dans le aujourd'hui, on avait mis dans le contexte, en fait, qui est le nôtre, c'est-à-dire une démographie, 10 milliards d'habitants sur la planète, une accélération du changement climatique, une aussi accélération des modes de vie, de l'individualisme, etc. Évidemment de l'empreinte carbone, de l'empreinte eau, matériaux et tout ce qu'on veut. Donc voilà, dans ce contexte d'accélération, qu'est-ce qu'on peut faire, sachant qu'effectivement les transferts technologiques, les transitions, etc., on a bien vu ce qui s'était passé depuis 50 ans. Merci pour la question. Donc là, ce qu'on vous propose, c'est de laisser la parole à Jean-Baptiste Fressos pour une réponse, pour plusieurs réponses. Vous avez un quart d'heure de parole et ensuite, on reviendra dans un mode un peu plus classique d'échange, questions-réponses, pour conclure le moment et on aura un quart d'heure également. Voilà. Ok, alors, je ne sais pas si je vais répondre à toutes les questions une par une, parce qu'il y en a qui se recoupent un peu quand même. Donc, quelle histoire raconter? Je pense que, enfin, mon rôle, moi, c'est pas de, enfin, il n'y a pas 36 histoires qu'on peut raconter, quoi. Et je ne suis pas du tout relativiste sur ce genre de truc. Et donc, il me semble que ce qu'on fait avec les renouvelables, c'est on diminue l'intensité carbone de l'économie. On ne fait pas une transition énergétique. Une transition énergétique, c'est un peu un slogan, en fait. Et je crois que c'est important de le raconter comme ça, parce que ça laisse sur la table la question de la taille de l'économie. L'autre question, en gros, qu'est-ce qui empêcherait de sortir du charbon en remplaçant par des énergies renouvelables moins chères? En fait, je ne sais pas exactement ce que vous les entendez par sortir du charbon. Je me dis que c'est l'électricité. Et je pense que c'est l'électricité, effectivement, les renouvelables sont compétitives et donc on va utiliser de plus en plus de panneaux solaires pour faire de l'électricité. Donc moi, je veux bien parler de transition, si vous voulez, dans l'électricité. Le problème, c'est que l'électricité, c'est 40% des émissions. Il y a tout le reste. Là, c'est beaucoup plus compliqué. Je pense qu'on a eu tendance à projeter sur l'ensemble de l'économie des dynamiques qui peuvent avoir du sens pour la production électrique. Moi, je n'ai pas de mal à dire que oui, en gros, la France a fait une transition dans son système électrique en sortant le charbon pour l'essentiel, et en tout cas en sortant entièrement le pétrole, avec le développement du parc électronucléaire. Pas de problème, hein. Mais le problème, c'est que les émissions de la France, elles diminuent un petit peu dans les années 70-80, puis elles réaugmentent en fait quand on prend l'empreinte. Les émissions de la France, en fait, sont plutôt dans une sorte de lente décrue, stagnation lente décrue depuis les années 70, et pas du tout dans une baisse rapide, quoi. Voilà, donc je pense qu'il faut vraiment se faire attention à ne pas confondre les dynamiques électriques avec le reste. Donc l'électricité,
ce serait bien déjà de décarboner ça. Mais en fait, il y a déjà 40% de l'électricité qui est décarbonée. Ce n'est pas nouveau de faire de l'électricité sans carbone. C'est pour ça qu'il faut vraiment relativiser la révolution que représentent les panneaux solaires et les panneaux photovoltaïques. Ça va permettre de diminuer effectivement la place du charbon. On peut penser que ça va être compliqué quand même de sortir entièrement les fossiles avec des renouvelables. Et là, on a l'exemple de la Chine qui est assez spectaculaire. Vous avez, en fait, quand on parle des renouvelables et des voitures électriques, etc., en fait, on parle essentiellement, enfin, c'est la Chine hein, pour l'essentiel. La moitié des voitures électriques dans le monde roulent en Chine. Et la Chine met plus de panneaux photovoltaïques et d'éoliennes que le reste du monde. Donc, c'est vraiment la Chine qui joue un rôle très important dans les statistiques mondiales. On a à la fois une croissance très forte des renouvelables et puis le charbon qui diminue pas du tout à la vitesse. En tout cas, là, cette année, c'est encore un petit peu augmenté. On espère que l'année prochaine, ça diminue. Mais en tout cas, on n'a pas du tout des effets de baisse symétrique à l'augmentation des renouvelables parce que ça ne se substitue pas du tout un pour un, quoi. Et même, on peut avoir des croissances conjointes. Dans l'ouest de la Chine, on construit des immenses parcs énergétiques où on met plein de panneaux photovoltaïques. L'électricité, elle est consommée dans l'est de la Chine, là où enfin sur la côte, quoi, là où il y a les grosses agglomérations. Et donc, il faut transporter cette électricité. Ce qui coûte cher, ce n'est pas tant les panneaux solaires, parce que vous dites que ce n'est pas cher les panneaux solaires, mais ce qui coûte cher, en fait, c'est l'adaptation du réseau électrique. Ça représente 60% du coût, en gros. Et le réseau électrique, pour rentabiliser cette énorme interconnexion, hein, d'aller produire l'électricité à l'ouest et la vendre à l'est, c'est rentable de mettre aussi une centrale à charbon où il y a du charbon de surface bon marché pour produire l'électricité quand il n'y a pas de soleil et de vent, quoi. Donc c'est vraiment, il faut à mon avis se méfier de cette idée, oui, il y aurait une sortie grâce aux renouvelables. C'est en fait vachement plus compliqué quand on regarde les choses dans le détail. Le problème essentiel aussi, c'est que, alors c'est pas tant les panneaux photovoltaïques et les éoliennes, même si ça consomme de l'acier et ça consomme des ressources, c'est pas non plus complètement neutre en carbone, mais c'est pas tant que ça, effectivement. C'est-à-dire, en gros, on estime que pour sortir les centrales à gaz et au charbon, il faudrait émettre 50 gigatonnes de CO2 pour faire l'acier, pour faire le silicium, etc., le cuivre et compagnie. Donc, c'est pas mal, mais ça vaut le coup, puisqu'après, on est tranquille pendant 30 ans, quoi. Donc, ça revient au fait de dire que si vous mettez une centrale à charbon et que vous passez au panneau photovoltaïque, vous divisez par 20 l'intensité carbone de l'électricité. C'est le même calcul, en fait. Donc, ça, c'est très, très bien. Ça paraît formidable. Après, si cette électricité, vous l'utilisez dans une voiture électrique, là, d'un coup, les rendements, le gain est moins important, quoi. Puisque les voitures électriques, ça dépend où, mais ça divise de 2 à 4, en gros, les émissions de CO2 par rapport à une voiture à essence. Parce qu'en fait, une voiture électrique, c'est quand même un gros morceau d'acier, quoi. Et l'acier, ça dépend encore du charbon. Ça dépendra sans doute encore longtemps du charbon. Ça dépend de plein d'autres matières qui reposent aussi sur les fossiles, quoi. Donc vraiment, le risque, c'est que on ait en fait une électricité relativement propre qui alimente un monde qui, dans sa matérialité elle-même, restera basé sur des fossiles. Donc, il y a l'acier qui est de ce type-là. Il y a le ciment aussi qui va être très, très dur à décarboner. Le plastique, qui dépend quand même vraiment du pétrole. Les engrais. Donc, tout ce qui est agriculture, en fait, est très difficile à décarboner. Ce que je vous dis, l'électricité, c'est 40% des émissions. Le reste, c'est quand même plus compliqué. Voilà. Donc, sans parler des choses qu'on ne sait vraiment pas décarboner, genre aviation et commerce maritime. Là, vraiment, on est sur des choses encore très, 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 enfin, un peu fantomatiques, quoi, pour ce qui est des solutions, entre guillemets. Donc, vraiment, cette idée de transition énergétique, c'est vraiment un slogan, quoi. Il faut vraiment prendre pour ce que c'est, quoi. Voilà. C'est pas très sérieux, hein, cette affaire. D'ailleurs, c'est pour ça que les gens qui étaient sérieux n'en parlaient pas pendant très longtemps, quoi. Donc, vraiment, ça a permis d'éviter de poser la question de la taille de l'économie. Et c'est pour ça que je pense que dans la question sur quelle histoire, je crois qu'il faut raconter l'histoire de la baisse de l'intensité carbone de l'économie. L'histoire de l'énergie et de l'économie, c'est ça. C'est-à-dire, il y a du progrès technologique, donc on diminue l'intensité carbone de l'économie, mais ça fait longtemps qu'on fait ça. Par exemple, depuis 1980 jusqu'à 2020, l'intensité carbone de l'économie a été quasiment divisée par 2. C'est quand même pas mal, quoi. Et donc, pour les technosolutionnistes, il suffit de dire, voilà, on prolonge ça et on devrait arriver à s'en sortir. On prolonge ces courbes-là. C'est franchement problématique de réfléchir comme ça parce que c'est un ratio qui est quand même très grossier. Et il y a plein de domaines où l'intensité carbone de l'économie augmente. Pensez par exemple à la construction. Les bâtiments, à l'échelle mondiale, on passe de matières relativement peu émettrices, bois, bambou, terre crue,
qui était encore très importante dans les années 80, à de plus en plus de béton et de béton armé, donc de ciment et d'acier qui, matières qui sont émettrices de CO2. On peut penser à l'agriculture aussi. On utilise plus d'engrais à l'échelle mondiale, plus de tracteurs. Donc on a une agriculture qui dépend plus des fossiles maintenant qu'il y a 40 ans, à l'échelle mondiale encore. Pensez aussi en fait à la production en général. Il y a eu un phénomène de globalisation très important, de complexification des chaînes de valeur, et donc chaque objet ou morceau d'objet ou composant passe dans plein de pays différents, plein d'usines différentes, et donc dépend massivement des transports et donc du pétrole. Donc en fait, je pense qu'il ne faut pas non plus, à la fois on diminue l'intensité carbone de l'économie, c'est ça quand même qui en ressort quand on prend les agrégats, mais sur quelques secteurs, je dirais les plus vitaux d'une certaine manière, manger et s'abriter, l'intensité carbone de ces services-là a augmenté depuis 40 ans à l'échelle mondiale. Voilà, donc je crois que c'est un peu cette histoire qu'il faut raconter parce que, il n'y a pas d'autre histoire vraiment possible en fait. Le but, c'est pas de produire l'histoire qui nous fait agir, quoi. C'est pas. Et je pense que quand on raconte ça, on comprend qu'il est temps de commencer à parler sérieusement de la taille de l'économie. Et surtout, il me semble que ça répond un peu à la question comment réduire l'impact du changement climatique si ce n'est via une transition énergétique. En fait, il faut faire preuve de discernement technologique. Il ne va pas y avoir de transition dans tous les secteurs dont je vous ai parlé. Ce n'est pas vrai. Enfin, vraiment, sur le ciment, l'acier, l'aviation, le commerce maritime, le plastique, on ne va pas se passer des fossiles dans les 30 prochaines années. Ce n'est pas vrai. Donc là, il faut vraiment parler usage, quoi. Usage et restriction. Et quand on commence à parler de ça, d'un seul coup, ça donne aussi la place un peu à une discussion plus démocratique. Parce que si vous faites confiance aux experts qui disent voilà, qu'on va tout décarboner grâce à l'innovation technologique, en fait, c'est des modélisateurs qui disent voilà, combien il faudra d'hydrogène, combien on va faire de capture de carbone. C'est ça, en fait, le discours, quand vous écoutez les experts sur ces questions. C'est très, très centré sur des solutions technologiques. Résultat, c'est aussi très poreux avec le lobbying industriel, c'est-à-dire qu'on parle beaucoup des marchands de doute dans le tabac, mais on a eu la même chose, à mon avis, avec le groupe 3 du GIEC. Il y a une très forte porosité du lobby industriel et des firmes pétrolières en particulier, enfin des producteurs d'électricité aussi, avec cette idée de capture du carbone, qui nécessite énormément de subventions publiques pour commencer à en faire, et au bout d'un moment, ça ne va pas passer. Là, en Angleterre, le gouvernement anglais a annoncé 22 milliards de livres sterling d'aide sur les 25 prochaines années pour la capture du carbone. Il y a plein de gens qui râlent, et à bon escient. Enfin. Donc, c'est vraiment, à mon avis, de plus en plus, la question de la quantité qu'on émet et où on émet le CO2 va être la question importante. Et pas, ça ne va plus être comment on décarbone tout, quoi, qui fait vraiment preuve d'une face très, très bête, quoi. Voilà. Donc, la question, c'est où est-ce qu'on émet le CO2 ? Et je pense que ce qu'il faut réfléchir, c'est l'utilité du CO2, en fait. Plutôt que rêver d'une économie sans carbone en 2050, c'est où est-ce qu'on va émettre le CO2 ? Où est-ce que le CO2 est vraiment utile ? Où est-ce qu'il apporte vraiment du bien-être ? Le ciment, qui est très difficile à décarboner, ça peut servir à faire des choses très, très utiles, et vitales même. Des réseaux d'adduction d'eau, par exemple. Tout comme ça peut servir à faire des choses très peu utiles, comme des grands gratte-ciel ou encore des autoroutes, quoi. Et là, le bien-être associé à l'extension du réseau autoroutier en France est relativement limité. Donc, je pense vraiment on doit avoir cette discussion-là et arrêter là, par exemple, il y a un truc qui s'est créé, c'est l'Alliance pour la décarbonation de la route, où j'ai des collègues qui sont là-dedans. C'est financé par Vinci, en fait. Donc, c'est vraiment une technique assez classique de marchand de doute, sachant qu'on ne va pas décarboner la production des routes, tout simplement parce que ça repose sur du ciment, sur du goudron. Enfin, je veux dire, ça dépend du carbone, quoi. C'est vraiment, vraiment, vraiment bizarre, quoi, cette affaire. Et moi, ce qui me frappe, c'est que ça peut passer, enfin, vous voyez, ce n'est pas considéré comme scandaleux, alors que c'est absolument scandaleux, en fait. Voilà, écoutez, je ne sais pas, alors, donc, qu'est-ce qui empêcherait la sortie du charbon dans l'électricité? Il y a la question de l'intermittence quand même qui est compliquée à gérer pour un pays comme la Chine, par exemple. Je pense que d'ailleurs l'envoyé chinois à la dernière, pas la dernière COP, l'avant-dernière COP, il s'était opposé à l'idée de phasing out. Il avait dit transition away, justement, une sorte d'euphémisme, parce qu'il disait en fait on aura besoin, alors je ne sais pas s'il parlait du charbon ou des fossiles en général, on aura besoin de fossiles pour pallier l'intermittence des renouvelables. Ils le disent très clairement, quoi. Donc c'est pas du tout un truc tabou, quoi. Il faut en parler, il faut le reconnaître que les renouvelables, c'est génial pour faire de l'électricité, ça marche vraiment bien. Le panneau solaire en particulier, c'est simple d'installation, mais il y a quand même cet aspect, il faut gérer l'intermittence et il y aura sans doute besoin pendant encore quelques temps, en tout cas, de fossiles pour régler ce problème-là. Donc,
Comment réduire l'impact du CCS s'il y a une transition énergétique? Je pense qu'il faut faire preuve, de discernement technologique. Il y a des choses qu'on peut faire transitionner, d'autres non. Et ce qu'on ne peut pas faire transitionner, il faut réfléchir à leur usage, à leur utilité. Est-ce que c'est vraiment indispensable? Est-ce que c'est vraiment utile? Est-ce que ça apporte vraiment du bien-être? À qui? Donc, c'est vraiment une question. Faut qu'on repose les questions d'un point de vue beaucoup plus politique, quoi. C'est une question de répartition, cette affaire, principalement. Et du CO2 de luxe, du CO2 utile, il faut que les économistes mettent vraiment leur nez là-dedans et pas que les économistes, qu'il y ait un débat là-dessus un peu sérieux, quoi. Voilà. Alors, dans le contexte actuel, démographie, accélération du changement climatique, empreinte de mode de vie, etc., que peut-on faire? Alors, moi, je ne suis pas. Alors, par contre, l'accélération, l'accélération du changement climatique, disons que, est-ce que ça s'accélère? Pourtant qu'on émet du CO2, ça va augmenter, c'est sûr. Par contre, l'accélération de l'empreinte, ça n'existe plus vraiment. C'est-à-dire, on est quand même plutôt on peut espérer dans des phénomènes d'inflexion, en tout cas pour le CO2. On peut espérer atteindre le pic des émissions quelque part avant 2030, nous dit l'AIE. Donc, je pense on n'est plus du tout dans des trucs d'exponentiel comme on a eu avec le développement de la Chine. Après, ça dépend de ce qui va se passer évidemment en Inde et dans d'autres pays, quoi. Si on a 9% de croissance, par exemple, les estimations des consommations de charbon, de pétrole, de gaz, c'est pas tant le déploiement des technologies qui sont assez optimistes, les prospectivistes. L'idée de dire que l'AIE est conservatrice, etc., ça c'est fini, c'est un vieux truc. Et d'ailleurs, dans le dernier World Energy Outlook, ils avaient tendance à dire on va consommer moins de charbon que ce qu'on pensait. Et dans le dernier, ils ont réaugmenté leur estimation. Parce qu'ils disaient non, on était finalement trop optimiste dans le précédent. Et en fait, la principale marge d'incertitude, c'est la croissance de l'Inde. Si l'Inde fait du 9% par an, comme la Chine, il y a quelques temps, on est plutôt dans des trajectoires hautes, quoi. Donc, que peut-on faire? J'ai envie de dire, oui, la question de l'adaptation est quand même absolument clé. Si ce n'est pas un discours qui sert simplement à nourrir la résignation, ce que ça a été au départ. L'adaptation, qui émerge très très tôt. Dès 1976, les Américains disent que le sujet clé, c'est l'adaptation. Ce n'est pas la transition, en gros. Parce que le changement climatique aura lieu. C'est lié au développement de la Chine, de l'Asie en général. Quoi qu'on fasse aux États-Unis, il va y avoir énormément de carbone qui va être émis dans l'atmosphère. Donc la question clé, c'est est-ce que c'est grave pour les États-Unis? Alors, franchement, leur réponse au début, dans les années 60, fin des années 70, début des années 80, la réponse est non. On saura gérer un monde à plus 3 degrés. Donc, il ne faut surtout pas que l'adaptation, ça soit ça, quoi. Il faudra vraiment faire attention à ce que l'adaptation soit vraiment perçue comme comment dire, non pas comme justifiant la résignation, mais comme le pis-aller du fait que on est bien obligé de faire avec, quoi. Voilà, je ne sais pas trop. Le problème, c'est qu'il y a plein d'adaptations qui elles-mêmes émettrices de CO2. Parce que parmi pourquoi le dernier rapport de l'AE est plutôt plus pessimiste que le précédent, c'est l'augmentation de l'air conditionné, qui évidemment croît avec le changement climatique, qui consomme beaucoup d'électricité. Voilà. Bon, je ne sais pas si j'ai. Si, je pense que vous avez fait le tour des questions. Merci beaucoup. Là, du coup, si on s'en tient à notre programme, on a un quart d'heure d'échange libre, voilà, format questions-réponses. Voilà. Je ne sais pas si des personnes... Vous avez des questions, des remarques, des interpellations, des chocs, des traumatismes, je ne sais pas. Des pertes de repères, oui. Voilà, parce que ça évoque quand même pas mal de choses. Donc... Bertrand, tout à l'heure, tu avais... Oui, merci pour votre présentation qui est plutôt faite à l'échelle mondiale. Enfin, voilà, hein, c'est un état des lieux de l'histoire de l'énergie. Ce que je voulais savoir, c'est si on se recentre sur notre exemple franco-français, et notamment des scénarios qui ont été développés tout récemment par l'Institut Négawatt, mais aussi par l'ADEME, RTE, etc., mais surtout sur l'Institut Négawatt, leur vision qui permet quand même de montrer qu'à l'échelle française, par les mesures de sobriété, par les mesures d'efficacité énergétique, mais aussi par le développement des énergies renouvelables, on peut, d'ici 2050, faire cette transition énergétique, quoi. Même en se passant du nucléaire, quoi. Donc, je voulais avoir votre avis là-dessus. Est-ce que vous avez regardé ça de près et quelle est votre vision des choses par rapport à ce scénario? Alors,
le scénario négawatt, l'avantage, c'est qu'il assiste bien sur la sobriété. Donc ça, c'est un bon point de départ, évidemment. Enfin, je veux dire, c'est ça qui est bien. Je pense que c'est un peu, comment dire, évidemment, c'est de plus en plus utopique, quoi. C'est-à-dire, quand il racontait ça en 2000, pourquoi pas, maintenant en 2025, ça n'a plus grand sens. Ça, c'est Alors, dans 20 ans. je me permets, c'est des scénarios qui ont été développés il y a 3 ans. Hein. Non, mais ça commence. Non, mais je sais, mais en gros, dans leur premier truc qui sort, c'est fin des années 2000. On se donnait encore un peu de temps, quoi. Mais là, maintenant, c'est en 25 ans, quoi. Ça a été créé, mégawatt. Voilà, Je me permets, hein. Ouais, donc en gros, je dirais quand on se donnait 50 ans, pourquoi pas, mais là maintenant, ça devient de plus en plus utopique, quoi. Et donc je pense qu'à un moment ou à un autre, il faudra arrêter de se fixer cet objectif de neutralité carbone qui fait faire beaucoup de bêtises, en fait. Pourquoi ça fait faire beaucoup de bêtises? Parce que ça va pousser à plein de subventions dans le CCS, dans la capture du carbone, y compris dans les scénarios négawatts, parce qu'il y a du ciment, il y a plein de choses qu'on va mettre du CCS. Je pense que ce n'est pas une très bonne idée, que ça va coûter très cher, que ça ne va pas très bien marcher. On a plein de retours. Là, maintenant, ça fait 50 ans qu'il y a des investissements de la R&D sur le CCS. Ça reste très cher, très compliqué, très polluant, très énergivore. Moi, ce qui me frappe aussi, c'est, si vous prenez le dernier rapport RTE, donc un rapport, c'est 2022, où vous avez fait des rapports intéressants qui montraient qu'en gros, si on voulait vraiment ne rien émettre dans le système électrique, si cette idée a un sens d'ailleurs, hein, le nucléaire devient compétitif par rapport au renouvelable. Pourquoi? Parce qu'on veut vraiment émettre zéro. Et donc, faire plein d'hydrogène. Or, l'hydrogène, ça coûte très cher, il y a plein encore de problèmes technologiques, ça fait partie de ces baguettes magiques technologiques. Et en fait, c'est bien cet objectif de zéro qui fait que le nucléaire devient attrayant. Donc, il y a plein de. En fait, on peut se poser cette question en fait, de la pertinence de cet objectif-là, qui est de fait inatteignable, surtout à l'échelle mondiale, ça n'a absolument aucun sens. Et dès qu'on inclut du ciment, de l'acier, etc., c'est vraiment très, très bizarre. Hein. Donc, vraiment, je pense que l'autre problème aussi de ces scénarios, alors mégawatt, y compris, mais celui de l'ADEME dont vous parliez, leur scénario s'appelle génération frugale. Ça porte bien son nom. Hein. Ils appellent ça des scénarios de transition, mais de fait, c'est des scénarios de décroissance. Enfin, je veux dire, il faut arrêter de raconter faut arrêter d'employer des euphémismes, quoi. Par exemple, le voyage en avion, c'est le voyage d'une vie. Il n'y a plus de construction de maisons neuves, parce que ça émet il y a du ciment, donc ça émet du CO2. La consommation de viande est divisée par 3. Donc voilà, je pense que. Alors, ils ne bouclent pas, ils ne font pas de bouclage macroéconomique avec un modèle macroéconomique. Mais je pense que s'ils le faisaient, a priori, ça ferait quelque chose sur l'économie, quoi. Enfin, on ne peut pas croire, à mon avis, qu'en réduisant drastiquement la construction, le PNB soit exactement pareil, quoi. Bon, je m'en fiche un peu. Si, je me permets de dire, mais si, alors il faut aller regarder de près les scénarios de l'ADEME, parce que justement, ils montrent que dans les 4 scénarios qu'ils ont présentés, il n'y a pas il y a une décroissance dans le scénario frugal au départ, mais il n'y a pas de décroissance dans une approche macroéconomique, justement. Il faut une adhésion. Voilà. Bon, je me permets, mais il faudra qu'on fouille un petit peu plus là-dessus. Hein. Je vais pas... En tous les cas, voilà, félicitez votre. Peut-être que je ne vais pas monopoliser la parole, mais ça vaut le coup d'aller scruter effectivement ces scénarios. J'ai bien scruté, j'ai écouté plusieurs fois, je connais les gens de Négawatt, ils sont très sympathiques, etc. Mais en fait, leur but, c'était quand même un truc anti-nucléaire. Au départ, c'était ça, quoi, le truc fondamental. Et je pense que cette querelle, on peut y arriver absolument sans rien, aucun nucléaire, etc. Au bout d'un moment, je veux dire, c'est vraiment une forme d'utopie aussi. Moi, c'est ça qui m'embête, c'est qu'en fait, pendant longtemps, les renouvelables étaient quand même associés à des questions de changement assez profonds. Et là, maintenant, on a l'impression que les renouvelables sont devenus une sorte de panacée. C'est pas vrai, en fait. Avec des panneaux solaires, vous ne faites pas d'acier, vous ne faites pas de ciment, vous ne faites pas de plastique, vous ne faites pas d'agriculture. Il faut arrêter de raconter des choses très étranges, quoi. Et ça repose sur la capture de carbone. Donc, au bout d'un moment, on peut commencer à parler aussi des effets que ça va avoir de pousser ce genre de choses, quoi. Donc, vraiment, moi, je pense que... jusqu'à quand, en gros, on va continuer à faire des scénarios de neutralité carbone en 2050? Est-ce qu'on en fera jusqu'en 2049? Je veux dire. Merci beaucoup, Jean-Baptiste. Peut-être qu'on va passer à une autre question. Vous avez parlé des nouvelles technologies. Alors, on parle du mégajoule, le laser mégajoule, donc développé sur Cadarache, un partenariat France-Chine. C'est développé sur la fusion nucléaire. Au départ, l'énergie éternelle avec la fusion de l'hydrogène. Alors, on est plus sur des produits finalement radioactifs, de deutérium, tritium. Je ne sais pas si on peut croire encore à cette technologie. En tout cas, je voudrais avoir votre retour là-dessus. Alors,
Ça, c'est vraiment typiquement le truc. En gros, la fusion nucléaire qui a occupé vraiment beaucoup de place dans les réflexions et dans l'idéologie, en fait, ça change absolument rien, quoi. Ok, vous aurez un réacteur qui va marcher peut-être à Cadarache, qui est un truc expérimental, qui ne sera même pas de la production industrielle d'électricité. Vous en aurez peut-être un autre aux États-Unis, un autre au Japon, mais qu'est-ce que ça change au fond aux émissions mondiales? Mais ce que je veux dire, moi, c'est ça qui me frappe, c'est qu'en fait, vraiment, le changement climatique est un problème beaucoup plus large que le nucléaire. Vraiment, ou même que les panneaux solaires, quoi. Vraiment, vraiment. L'avantage des panneaux solaires, c'est que c'est relativement bon marché et simple d'installation. C'est pour ça que c'est intéressant comme techno. Mais tout ce qui est très compliqué, high-tech, etc., n'a en fait pas grand-chose à voir avec le problème, quoi. C'est ça qui est. En fait, c'était juste pour savoir s'il y avait une alternative à la aux centrales nucléaires, dans le sens que fait-on de nos déchets radioactifs, et que la fusion nucléaire était beaucoup plus durable a priori en première approche. Moi, je ne suis pas expert de la fusion et je n'ai pas grand-chose d'original à dire. Je pense que ça fait vraiment longtemps qu'on en parle. Et de toute manière, maintenant, voilà, ce qu'il faut, c'est quand même réduire au maximum avant 2050. Et la fusion ne sera pas là, a priori, ne sera pas en tout cas industrielle et commerciale avant 2050. C'est peu probable, très peu probable. Ça, c'est aussi un truc de base. Quand on se focalise sur le nouveau, mais avant que le nouveau se diffuse, il faut beaucoup de temps. Enfin, vraiment, il y a un temps de diffusion, d'apprentissage, tout ça, ça prend du temps, quoi. Et juste pour rebondir, du coup, faut-il pas une révolution, puisque j'ai lu je ne sais pas si vous connaissez David Jaiz et Xavier Desjardins, la révolution obligée, réussir la transformation écologique, ça dépend de la Chine et des États-Unis. Voilà, je pose le bouquin, tout ça pour dire que, est-ce qu'il ne faut pas aller beaucoup plus vite? Là, vous avez dit que les nouvelles technologies, il ne fallait pas les attendre, en tout cas horizon 2050. Est-ce que vous pensez que c'est du rôle du politique et des industriels de faire vraiment une révolution, comme ça a pu être le cas pour le charbon? C'est-à-dire avant les années 1900, il fallait aller à fond pour construire les usines. Est-ce qu'on n'est pas dans ce même scénario nécessaire, en fait? Non, je pense qu'il n'y a aucune analogie historique pertinente par rapport à ce qu'il faut faire. Aucune. Il n'y a rien qui ressemble à ce qu'il faudrait faire, à savoir, voilà, je vous ai dit, les matières premières ne sont jamais obsolètes, en fait. Hein. Donc, vraiment, on n'a aucun exemple d'une matière première comme ça, là, qu'on arrive vraiment en plus importante, quoi. Comme le charbon, le pétrole et le gaz, desquels dépendent tous les secteurs économiques, quoi. Donc, non, je pense que, on peut dire révolution si vous voulez, parce que au lieu de transition, ça ne changera pas grand-chose au problème. Ce qu'il faut, c'est quand même réfléchir à nos usages et les réduire, quoi. On ne va pas tourner autour du pot, surtout sur les trucs où il n'y a pas de solution technologique, quoi. Voilà. Donc, on peut dire révolution, mais ça ne changera pas grand-chose, quoi, je pense. Voilà. Je pense que ça, vraiment qu'on parle de ça, en plus sans jeter d'anathème, quoi. C'est-à-dire, c'est pas une question soit bien ou mal, etc., quoi. Merci. Merci beaucoup pour votre présentation. On a beaucoup parlé au niveau mondial de la consommation d'énergie et on parle de la nécessité de repenser nos consommations, de sobriété de décroissance globalement. Comment inclure là-dedans les notions d'inégalité? Parce qu'en fait, au niveau mondial, ce qu'on consomme en Europe, c'est pas ce qu'on consomme sur d'autres continents et pareil pour la consommation de l'énergie. Bien sûr. Ça, par exemple, le scénario des gigawatts, je ne sais pas comment ils prennent en compte l'empreinte, quoi. Je ne vois pas trop qu'est-ce que ça a de sens, la neutralité carbone dans 2050, si on ne prend pas le commerce international, où en fait, c'est quasiment la moitié de notre empreinte carbone totale, c'est les biens qu'on importe. Donc, par exemple, c'est facile de faire diminuer les émissions de la France si on ferme les usines sidérurgiques. Et c'est un peu ça qu'on a fait comme dans les années 90-2000. Il ne faut pas se leurrer, quoi. Donc, moi, je trouve que vraiment, effectivement, cette question du changement climatique, ça devrait rendre ultra politique, là, encore plus que ça ne l'est, la question des inégalités. Ça devrait être ça, vraiment, l'essentiel de la discussion politique, ça devrait être mais qui émet, pourquoi, en fait? Si vraiment on était sérieux, ce serait ça la question. Et ça poserait vraiment de plein pied cette question des inégalités des émissions, du CO2 utile, du CO2 inutile. Moi, je trouve que c'est ça dont on devrait parler, effectivement. Voilà. Sachant que, je veux dire, la notion de transition énergétique dans certains pays, ça n'a pas grand sens, sachant qu'il n'y a pas encore de système énergétique, quoi. Enfin, voilà. Il y a encore plein d'infrastructures à construire et qui vont être construites dans tous les cas. Enfin, le problème des scénarios de neutralité carbone aussi, tels que pratiqués par le groupe 3, c'est en fait, ils estiment qu'il y aura très peu de croissance de consommation énergétique dans les pays pauvres. Ce qui est sans doute une hypothèse fausse.
parce qu'il est plutôt probable, à mon avis, qu'il y ait un fort développement en fait, de plein de pays pauvres et qui vont se mettre à consommer de plus en plus d'énergie. J'en avais discuté avec Yamina Seb, qui est une experte du groupe 3, qui était assez révoltée par ce groupe 3, en fait. Elle me disait, elle est spécialiste du logement. Donc, elle me disait, dans les scénarios du groupe 3, en fait, par exemple, sur les mètres carrés utilisés, alors je sais, les chiffres, je crois qu'on a 60 mètres carrés par habitant aux États-Unis. En 2050, ils seront à 70 ou à 80. En Afrique subsaharienne, on doit être à 8 ou 9. Bah, ils sont à 10 ou 11, quoi. Mais en gros, on proroge, on extrapole des inégalités hyper fortes. On peut penser qu'au contraire, il va y avoir un fort développement économique, un rattrapage économique dans plein de pays quand même. Enfin, c'est ce qui s'est passé en Chine, a priori, ça va avoir lieu ailleurs, hein. En Inde maintenant. Enfin. Donc il y aura sans doute plus d'émissions que ce qu'on attend. Enfin, voilà. Je crois qu'il y avait une question. Une dernière question, peut-être. Ouais. Vous prenez plutôt une voie qui serait celle de la sobriété. Ce serait un enjeu plutôt mondial. Il faut que tout le monde soit sobre pour traiter ces problèmes-là. Comment faire? Parce que pour un État, moins d'argent, c'est moins de financement, moins de force, moins de poids politique, une plus petite armée, etc. Quel pays sera d'accord pour dire, moi, j'accepte d'être moins fort, d'avoir une plus petite armée? Aucun, ouais, je pense à peu près aucun, effectivement. Je suis assez d'accord avec ça. Aucun pays, ouais. La Suisse. La Suisse? Alors la Suisse, vraiment. C'est une blague. Non, parce que la Suisse, en fait, ce qui est marrant, c'est, par exemple, sur les voitures électriques, elle n'a pas du tout Par exemple, en Norvège, il y a beaucoup plus de voitures électriques, alors qu'ils ont un PNB à peu près équivalent, quoi, Norvégiens et Suisses. Donc, ils sont très en retard par rapport à leur niveau de richesse. Ils sont vraiment très en retard sur ces questions, quoi. Bon, bah, merci beaucoup. On va s'arrêter là parce qu'il est déjà 25, donc ça passe vite. Merci beaucoup, Jean-Baptiste, et merci tout le monde pour votre participation. Peut-être un petit mot pour dire qu'il y aura un prochain Café des Transitions. On n'a pas la date encore. Tout à fait. Certainement au premier début 2025. Et on aimerait bien traiter cette question justement des inégalités lors de cette prochaine session. Ouais. D'ailleurs, si vous avez des idées de chercheurs ou ouvrages, ou soit à arpenter, soit à inviter, si on a la possibilité, n'hésitez pas aussi à nous proposer. Si je peux me permettre. Bah, bien sûr. Moi, je crois que intéressant, c'est Édouard Morena, Fin du monde et petits fours. C'est un très bon livre qui décrit ce qu'il appelle la jet set climatique. Un regard assez cash sur toute l'agitation des gens qui disent avoir la solution, quoi. Faut répéter pour ceux qui Les milliardaires philanthropes de la tech et de la finance, d'ailleurs. Fin du monde et petits fours. Ouais. Bah, merci beaucoup, Jean-Baptiste. Merci beaucoup. Au revoir.